Téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Plaisir de lire sur Lumen Christi TV. Nous recevons aujourd'hui pour vous sur Plaisir de lire l'auteur invité pour nous parler des erreurs terminologiques que commettent certains enseignants ou des critiques littéraires autour des mots comme courant littéraire, école littéraire, mouvement littéraire et tendance littéraire. Que faut-il dire? Quand est-ce qu'il faut utiliser le mot courant littéraire? Quand est-ce qu'il faut employer école littéraire? Quand faut-il employer tendance littéraire, mouvement littéraire? Nous en parlerons aujourd'hui avec notre invité, le docteur Séverin Ouessou Akerekoro. Il a publié tout récemment un livre pour dissiper les erreurs amalgamiques dans l'usage de cette terminologie. Son livre est intitulé « Éléments d'étude sur les foyers littéraires ». Séverin Akerekoro est ici présent dans notre studio. Docteur Séverin Akerekoro, bonjour. Bonjour, cher Moïse Nabouane. Bienvenue sur cette émission sur Lumen Christi TV. C'est un plaisir. Avant de vous revenir, je me fais le plaisir de vous présenter à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Séverin Ouessou Akerekoro est né au sud du Bénin, où il entame et achève avec succès son cursus scolaire. En 2006, il obtient son baccalauréat, série littéraire, et s'inscrit à l'université d'Abomey-Calavi, au département des lettres modernes. 11 ans d'études et de recherche après le bac, c'est-à-dire en décembre 2017, sous la direction scientifique du professeur Okri Pascal Tossou, Séverin Ouessou Akerekoro soutient sa thèse de doctorat en littérature française à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace et Développement à l'université d'Abomey-Calavi. Le sujet de son mémoire de thèse est intitulé « Énonciation ludique et multipolarisation dans les romans de Patrick Modiano ». Enseignant-chercheur méticuleux, ses recherches s'intéressent à l'histoire de la littérature française, aux théories littéraires et à l'analyse du discours. Il a signé plusieurs articles publiés dans des revues nationales et internationales et également a participé à la rédaction des ouvrages collectifs. Les encadrements professionnels du docteur Akerekoro prennent en compte la dissertation littéraire et de culture générale, le commentaire de test, la synthèse de documents, pour ne citer que ces exemples. Éléments d'étude sur les foyers littéraires, sorti seulement il y a quelques semaines, est le tout premier livre de notre invité d'aujourd'hui sur Lumen Christi TV dans Plaisir de lire à travers notre rubrique Auteur invité. Voilà, docteur Akerekoro, ce que j'ai pu dire de vous. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Non, je pense que l'essentiel est dit. L'essentiel. Je vous remercie beaucoup, docteur Akerekoro. Votre livre que voici est intitulé « Éléments d'étude sur les foyers littéraires ». Alors, pourquoi vous avez appelé votre livre « Éléments d'étude sur les foyers littéraires ». Pourquoi ce titre? Ce titre, pour deux raisons. La première, c'est que le livre est consacré à ce que j'appelle les foyers littéraires. La seconde raison, c'est que je propose une étude à la fois scientifique et didactique de ce phénomène. C'est pourquoi je parle d'éléments d'étude sur les foyers littéraires. Web simple. Très bien. Alors, nous sommes tentés de savoir, d'abord, on voudrait circonscrire les éléments de désignation de ce titre. Vous avez déjà expliqué éléments d'étude, mais foyer littéraire, qu'est-ce que vous y mettez? Pour comprendre l'expression foyer littéraire, oui, il faut revenir à 4 expressions dont vous avez déjà parlé: tendance littéraire, courant littéraire, mouvement littéraire et école littéraire. Je suis parti du constat, sur expérience, que ces thèmes-là sont souvent, disons, mal employés. Mal employé, c'est peut-être un peu dur, mais j'observe quand même qu'il y a de l'indifférence dans la désignation. Et c'est pour corriger l'indifférence que j'ai fait l'étude. Sauf que, quand je corrige l'indifférence, je me retrouve devant une difficulté. Si je fais les nuances ainsi,
quel sera le terme pour désigner l'ensemble? C'est ça. Et c'est devant cette difficulté que, par la force de la recherche, j'ai choisi l'expression foyer littéraire. Pour m'expliquer, prenons par exemple les mots comme manguier, avocatier, papayer. L'ensemble de ces mots-là auront un mot qui les englobe, qui est le mot arbre. Oui. Vous voyez, vous prenez le mot comme parent. Quand on parle de mot parent, il va englober par exemple le mot père, le mot papa, le mot géniteur, le mot ascendant. C'est un peu ce phénomène qui se joue dans le choix des foyers littéraires. Avoir un thème qui puisse englober les 4 autres thèmes. Mais est-ce qu'il pourrait exister un thème synonyme pour désigner les foyers littéraires? Est-ce que un thème synonyme pourrait exister? Et c'est là le problème. C'est que il faut d'abord qu'on comprenne ce qu'on appelle des synonymes. Les synonymes ne sont pas des mots qui ont le même sens. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il puisse avoir dans une langue au monde 2 mots qui ont le même sens. Les synonymes sont les mots dont les sens se ressemblent. Quand on dit synonyme, c'est des mots dont les sens se ressemblent. Donc, quelque part, il y a toujours une nuance. Docteur Akerekoro. Revenons au ce qui est dit. Prenons par exemple le mot géniteur, le mot père et le mot papa. Géniteur renvoie en fait à la fonction biologique. Bien sûr. Père renvoie à la fonction sociale. Ça veut dire quoi? On peut être géniteur sans être père. C'est ça. C'est celui qui assure la responsabilité sociale qui est le père. Donc on peut être géniteur sans être père, comme on peut être les deux. Papa est un thème purement affectif qui marque la familiarité. Donc, dire synonyme, ça ne règle pas le problème. Au contraire, j'en ajoute au problème. Donc pour moi, les thèmes synonymes, il en existerait. Mais je veux qu'on sorte de ce que j'appelle un agrénage des synonymes. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Très bien, merci. Le raisonnement est de niveau universitaire, vous pouvez le comprendre. Nous rassurons les élèves du primaire et du secondaire que le synonyme existe, mais le docteur dit les mots qui sont des synonymes n'expriment pas forcément la même intensité des faits qu'il désigne. Nous comprenons. Alors, docteur Akerekoro, et comment identifie-t-on, par exemple, la genèse d'un foyer littéraire? Comment naît un foyer littéraire? Là, vous posez une question cruciale. C'est même la deuxième grande raison qui justifie l'étude, en dehors de la première, qui est que les thèmes sont employés de façon indifférenciée. C'est ça. C'est que j'ai été élève, j'ai été étudiant, et pendant longtemps, j'ai pensé, quand on dit par exemple le classicisme français, ou on vous dit le surréalisme, pour vous et moi, ce sont des éléments qui vont de soi. Sauf que dans la pratique, je me suis rendu compte qu'il y a un problème à ce niveau. Et c'est ce qui est, ça va m'aider à répondre à la question sur comment naissent les foyers littéraires. C'est ça. Je prends les deux exemples. Prenons le surréalisme. Dans les années 20, il y a eu des auteurs qui ont dit qu'ils forment un groupe qu'ils ont appelé eux-mêmes surréalisme. Ils ont écrit des manifestes, des œuvres, il y a eu des manifestations sociales ou sociologiques et artistiques. Sauf que, quand on prend le deuxième exemple, l'exemple du classicisme, qu'est-ce qui s'est passé? Au XVIIe siècle, il n'y a aucun mot qui s'appelle classicisme et qui désigne des auteurs. Le mot n'existait pas. Du début à la fin du siècle, le mot n'existait pas. Les écrivains ont existé. Ils ont écrit, ils ont publié. Le mot est né, d'abord, le mot classique est né au XVIIIe siècle pour désigner les œuvres qu'on enseigne en classe. C'est de là que vient le classique. Classique. C'est ça. Et c'est au XIXe siècle, quand le romantisme a commencé à naître, que les gens, pour s'opposer aux écrivains de 2 siècles précédents, vont utiliser le thème classique pour le désigner. Ils vont donc opposer littérature classique et littérature romantique. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mot est né, disons, 2 siècles après le phénomène, pour désigner le phénomène. C'est ça. Là, il y a un problème. Oui. Et, si pour être sincère, c'est vraiment au début du XXe siècle que scientifiquement, le mot classicisme va être récupéré pour théoriser en bonne et due forme sur... Ça signifie quoi? Qu'il nous a fallu 2 ou 3 siècles pour avoir un thème pour désigner un phénomène qui a existé à une époque donnée. Oui. Là, il y a un deuxième problème. Ça signifie quoi? Comment naissent les mouvements?
disons globalement que les foyers littéraires, naissent de deux manières. La première, c'est qu'à l'époque concernée, les auteurs ont dit, nous formons tel groupe, nous avons tel nom. C'est ça. La deuxième manière, c'est que les phénomènes existent, mais le fait social, disons, existe, mais c'est des siècles après, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, que le mot est inventé pour les désigner. J'en parle dans mon livre. C'est ça. Cela veut dire qu'il existe des foyers littéraires qui sont désignés par un mot, par leurs animateurs eux-mêmes, à leur époque même. Et il y en a dont le nom est sorti bien après. Voilà. Mais quand on prend votre livre, Éléments d'études sur le foyer littéraire, je vais à la page 13 au niveau de votre avant-propos. Oui. Vous avez présenté un tableau que vous avez appelé Éléments de contenu et de distinction des foyers littéraires. Oui. Vous avez identifié 4 foyers littéraires. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Non, 4 critères. Je pense 4 foyers littéraires, à savoir le foyer, le courant, le mouvement, l'école et la tendance. C'est la désignation. Ce sont les désignations. Oui. Très bien. Quels sont les critères pour savoir que tel, c'est un courant littéraire, tel, c'est une école littéraire, tel est un mouvement littéraire, et ainsi de suite, telle est une école littéraire? Je pense que vous avez posé en fait 2 questions. Je vais scinder les 2 questions et y répondre. La première question, vous savez pourquoi ces 4 thèmes-là? La réponse était simple. C'est parce que dans la pratique de l'enseignement et de la recherche, ce sont les 4 thèmes que nous connaissons tous. C'est ça. C'est ça qui s'employait. Donc j'ai juste pris ces 4 thèmes-là. C'est ça. Le deuxième élément, c'est que pour les nuancer, il faut bien qu'il y ait des critères. C'est ça. Comme on le dit, nous ne réinventons pas le monde. Or, dans la pratique de l'enseignement et de la recherche, des critères existaient. Je n'ai fait que récupérer ces critères-là pour voir comment est-ce qu'à base de ces critères, je vais faire les nuances. Vous avez les critères comme la dénomination, comme un chef de file, comme un manifeste, comme les œuvres publiées, les thèmes abordés, les genres pratiqués, les auteurs qui ont écrit, ainsi de suite. Oui. Donc, j'ai pris les données qui existent. Données 1, les noms pour désigner les foyers, donc tendance, courant, mouvement, école. Et 2, les critères habituels pour les étudier et pour moi maintenant pour les distinguer. Bien, nous allons évoluer pas à pas, docteur Akerekoro, parce que quand je prends l'enseignement de la littérature au niveau du secondaire, nous parlons des courants littéraires, nous parlons de mouvements littéraires, on parle très peu de tendances et d'écoles littéraires. Donc, la question que je m'en vais vous poser est de savoir comment distinguer un courant littéraire d'une tendance littéraire. C'est très simple. La distinction, comme je l'ai dit, se fonde sur les critères que j'ai énoncés. Il y a environ 9 critères. Mais pour arriver à les nuancer vraiment, il y a ce que j'appelle 3 critères clés. C'est ça. Ces 3 critères clés sont la dénomination, l'existence d'un manifeste et l'existence d'un chef de file. C'est ça. Et dans ce cas, je me suis rendu compte qu'il y a, disons, 2 éléments, donc 2 groupes de désignation. Le premier regroupe mouvement et école. Le deuxième regroupe tendance et courant. C'est ça. Donc je vais répondre à vos questions en 2 phases. Très bien. Quand est-ce qu'on a école et mouvement littéraire? Tout à l'heure on l'a dit, vous avez posé une question. Comment naissent les foyers? Et c'est là que tout se joue. Quand le nom pour nommer le foyer est né à l'époque concernée, donc les auteurs ont dit, nous, voilà le nom que nous portons. Nous rédigeons un manifeste pour dire, voilà quoi nous voulons écrire. Quand ça a existé comme ça, nous avons affaire à une école et à un mouvement. C'est ça. Donc quand on a un manifeste, à l'époque même, nous avons une dénomination, à l'époque même, déjà on a école et mouvement. La nuance entre les deux va se jouer au niveau du chef de file. L'école, en plus d'avoir une dénomination à l'époque même, d'avoir un manifeste, aura 1 ou 2 chefs de file. Ça c'est pour l'école. Le mouvement, vous aurez donc logiquement un manifeste qui est rédigé. Vous aurez une dénomination à l'époque même, pas après, mais il n'y a pas de chef de file. Il y a juste ce que j'appelle des figures marquantes. C'est ça. Voilà comment il faut nuancer école et mouvement. Très bien. Avant d'en arriver
à tendance littéraire et courant littéraire, je voudrais faire un petit résumé de ce que vous avez dit. Et cela veut dire que la petite nuance qu'il faut faire de école littéraire et de mouvement littéraire est que les deux ont en commun leur dénomination qui est endogène, c'est-à-dire que c'est à l'époque même. Et ils ont des figures marquantes, ils ont des manifestes. Ils ont un manifeste, mais ils n'ont pas un chef de file. L'école a un chef de file. Oui, je parle du mouvement d'abord, il n'y a Non, pas le de mouvement n'a chef pas de de file. chef de file. Mais l'école a un chef de file. Donc c'est au niveau du chef de file qui existe dans le foyer littéraire appelé école, qu'on fait la différence entre école et mouvement littéraire. Alors, mais quand je prends le côté de la négritude, les auteurs eux-mêmes, Senghor, Césaire, Damas, ont dit que c'est un mouvement littéraire. Et je pense que vous l'avez dit aussi dans votre livre. Et quel est le manifeste alors du mouvement de la négritude, puisqu'il est appelé mouvement littéraire, les auteurs l'ont appelé en son temps négritude. Est-ce qu'il existe un manifeste réellement qui porte la négritude à travers son idéologie? Pour bien répondre à la question, je pense qu'il y a 3 précisions à apporter sur la négritude. La première, c'est une confession que je dois faire. Ça. En fait, cette réflexion est née en moi à partir de la négritude. C'est ça. Parce qu'un jour, un enseignant faisait un cours et il posait la question, la négritude, est-ce une école, est-ce un courant ou des tendances? C'est de là qu'est parti en moi le déclic qui va conduire à l'étude. C'est la première précision, c'est une confession. Ça, c'est bien. Nous sommes heureux. La précision qui suit concerne la désignation de la négritude. Vous avez dit que les auteurs ont dit mouvement. Mais moi, j'ai lu un texte de Césaire intitulé « Discours sur la négritude » où il désigne la négritude comme une école. Dans ce discours, par exemple, j'ai dit, mais wow, mon grand Césaire aussi. Donc, en fait, pour la négritude, il y a un débat. Disons, pour Césaire, par exemple, c'est une école. Bon, je ne pense pas qu'il pensait la nuance quand il disait école. C'est ça. Il y en a qui disent que c'est un mouvement. J'en connais qui estiment que ce n'est qu'une tendance de l'art négro-africain au XXe siècle. Mais pour moi, si on suit mes critères, la négritude est un mouvement. Allons pas à pas. La dénomination est de l'époque même. Oui. Le mot est apparu dans les années 30 et on a vu que Césaire a utilisé le mot dans Cahiers d'un retour pays natal. Et le mot a été récupéré par la critique, par les écrivains, même pour te désigner, par Senghor, par exemple. Donc, la désignation est de l'époque. Nous avons des figures marquantes, comme Aimé Césaire, comme le poste Senghor. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Il n'y a pas de chef de file. On ne peut pas avoir une école. Maintenant, quel est le manifeste de ce mouvement? Dans mes études, je suis arrivé à repérer, disons, 2 manifestes clés. Dans mon livre, je repère 2 manifestes clés pour la pratique de l'enseignement. Je prends par exemple la postface que Senghor a écrit pour son recueil de poèmes éthiopiques, intitulé « Comme les Lamentins vont boire à la source ». Et je pense que c'est un texte qui a une valeur manifestaire, comme la préface de Cromwell pour le romantisme. C'est ça. Ouais, c'est une postface. Le deuxième texte que j'ai repéré, c'est précisément Discours sur la négritude. 1987 87, oui. Plus de 50 ans après la nation de la négritude. Attendez, il faut nuancer le moment où le mot est né et la période. J'en parle quelque part dans le livre, je parle de germination et d'évolution. Oui. En fait, il y a le moment où, c'est comme quand on prend un enfant. Il y a le moment T où l'enfant est né, mais l'enfant a toute une vie. Oui. Un foyer littéraire aussi naît à un moment T, mais il y a toute une vie. Laissez-moi vous dire que la négritude, même si c'est né dans les années 20-30, pour moi, ça a couru jusqu'aux années 90. Bien sûr. Donc, si je prends le discours de Césaire en 87, je suis dans la période. Oui, mais docteur Akerekoro, oui. Et je pense que si le postface éthiopique, si ce test n'existait pas, est-ce qu'on parlerait de négritude mouvement littéraire avant 1987 où Césaire a présenté à l'université de Miami ce discours qu'il a appelé discours sur la négritude? C'est là je dis que pour des raisons pratiques, j'ai choisi ces 2 tests-là. Mais en réalité, si nous voulons être très rigoureux, j'ai pensé dans ce livre-là
aussi aux apprenants. Les premiers grands manifestes de la négritude, ce sont les tests de Senghor intitulés Liberté. C'est ça. C'est dès ces tests-là qu'on a les premiers manifestes de la négritude, attention. C'est ça. Et dans la Liberté 1 intitulé, si j'ai bonne mémoire, négritude et humanisme, je ne sais plus. Oui, négritude et humanisme. En fait, si on veut être très rigoureux, les premiers grands manifestes de la négritude, c'est la liberté de Senghor. C'est ça. C'est là qu'il a vraiment théorisé sur sa pensée, sur la négritude. C'est pour des raisons pratiques, pour des raisons d'école, que moi j'ai choisi ces deux tests-là, qui ont une valeur manifestaire. Oui, je pense que vous n'avez pas tort quand nous prenons, comme les Lamentins vont boire à la source, je pense que Senghor a redéfini le regard qu'il faut avoir sur la négritude et quand est-ce qu'il faut dire qu'un test est un test qui relève de la négritude. Et il avait répondu, je pense, à certains détracteurs de Césaire qui disaient que Césaire faisait trop de rythme dans sa poésie, que le rythme était tam-tam. Et Senghor disait que reprocher à Césaire le rythme dans la poésie, c'est comme reprocher aux zèbres de porter des zébrures. Et il avait aussi, je pense, dans ce test, pour vous appuyer que ça peut tenir lieu d'un manifeste, il avait aussi démontré que ses poèmes, quand il a écrit Les Chants d'ombre, il n'avait pas lu les auteurs pour qui on le réclamait un apprenti. Comme Claudel, par exemple. Voilà, comme Claudel, comme Saint-John Perse, etc. Je vous appuie en le disant ainsi. Même bon discours sur la négritude de Césaire, oui, comme manifeste, parce que je vois que ça fait le résumé de tout le parcours de la négritude. C'est le test le plus, c'est mon jugement, hein, disons, le plus capital pour, disons, résumer la pensée concernée. Vraiment, j'en ai lu quelques-uns, c'est pas mon domaine, j'ai lu Senghor. Je pense que ce test-là, par son volume, il n'est pas trop volumineux, mais par la densité de la pensée, et par les précisions qu'il apporte sur la négritude, vraiment pour moi c'est un manifeste de la négritude. Très bien, je pense que nous avons parlé de la négritude en tant que mouvement littéraire. Est-ce qu'il ne faut pas parler aussi d'une école littéraire? Est-ce que le surréalisme ou peut-être le naturalisme en France, est-ce que ces foyers peuvent être appelés des écoles littéraires? C'est pas peuvent être. Mon livre dit que ce sont des écoles. À l'appui, quand le surréalisme, bon, il n'y a même pas de débat, le mot est né à l'époque. Et même dans les manifestes de 1924, je pense, oui, André Breton définit ce qu'il appelle surréalisme en bonne et due forme. Et son livre intitulé Manifeste du surréalisme. Mais je pense le mot surréalisme même serait né avant même oui, c'est né le avant. manifeste. Oui, en fait, attention aussi au mot. Hein. C'est parce que quand on dit le mot est né, beaucoup de foyers littéraires ont connu ce phénomène-là. C'est que le mot n'a pas été créé par les auteurs concernés. Le mot est créé par un tiers, mais les auteurs l'ont récupéré pour en faire l'étendard de leur foyer. C'est aussi ça. C'est ça. C'est aussi ça. C'est pas un Très problème. bien. Donc, le surréalisme est une école littéraire parce qu'il y a eu des manifestes et le mot surréalisme est endogène au mouvement littéraire. Il y a eu un chef de file qui est André Breton. Très bien. Le naturalisme? Même chose. Même chose, oui. Avec Émile Zola comme chef de file. Très bien. Monsieur Akerekoro, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Plaisir de lire sur le Main Christi TV. Nous avons parlé des terminologies comme courant littéraire, école littéraire, mouvement littéraire, tendance littéraire. Je pense qu'à partir des explications que vous avez données, les enseignants du secondaire comme même du niveau supérieur qui enseignent les théories littéraires doivent pouvoir prochainement faire la nuance entre ces quatre terminologies que nous utilisons souvent dans nos productions littéraires, dans nos articles ou nos œuvres scientifiques. Alors, docteur Akerekoro, est-ce que vous avez des projets d'écriture, d'autres parutions très prochainement? Est-ce que vous pouvez nous filer un peu le secret? Je ne sais pas. J'ai bien envie de filer le secret, mais j'ai eu une expérience. Là aussi, c'est une confession. C'est ça. Pour être honnête, ce livre est mon premier livre. Bien sûr. Mais ce n'est pas le premier livre que j'ai écrit. C'est ça. Donc, dire mes projets, je pense que Dieu se fâcherait contre moi. C'est Dieu qui sait.
quel sera mon prochain livre ou mes prochains travaux. Je ne peux pas, en tant qu'homme, j'ai arrêté de penser que c'est aussi facile à dire. Il y a ce que tu prévois, il y a ce qui arrive. C'est ça qui est la définition de la vie. Donc des projets, j'en ai, bien sûr, mais laissons la nature faire son œuvre. Ces projets viendront à l'heure qu'il faut. Les projets, j'en ai, laissons la nature faire son œuvre. C'est la dernière phrase prononcée par le docteur Akerekoro, reçu aujourd'hui sur cette émission. Auteur invité sur Plaisir de lire sur Lumen Christi TV. Spectatrices et spectateurs, vous avez suivi le docteur. Il faut savoir utiliser les mots courant littéraire, mouvement littéraire, école littéraire et tendance littéraire pour éviter les amalgames. Tout est proposé dans son livre dont nous avons parlé aujourd'hui, éléments d'étude sur les foyers littéraires. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Restez toujours câblés sur Lumen Christi TV.